Alors bonjour à tous, bienvenue au Philanthrope. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence en partenariat avec ScaleChanger. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Philanthrope en deux mots, ici l'idée c'est de créer un écosystème pour développer la philanthropie. Donc ça c'est vraiment à l'intérieur de nos murs. On accueille des associations, fondations, fonds de dotation sur des plateaux de coworking. On a également un incubateur pour participer à notre mission qui est également l'accompagnement de ces structures-là. Dans un deuxième temps, notre mission, c'est également de démocratiser la philanthropie auprès du grand public. L'idée, c'est vraiment de montrer que chacun, à la hauteur de ses moyens, peut contribuer à une société meilleure et que si chacun faisait un petit geste, la société se porterait mieux. Donc, j'en dis pas plus sur ce point-là. Je vous laisse profiter de la conférence. Bonjour à tous. On est ravis de vous voir aujourd'hui. Donc moi je suis Isabelle Oyeux de ScaleChanger et donc juste pour introduire déjà pourquoi est-ce que on a décidé de vous rassembler aujourd'hui et de proposer ça comme thème de conférence, le changement d'échelle des innovations sociales. Comment est-ce que les mécènes peuvent-ils changer la donne? En fait nous ce qu'on voit, donc notre métier c'est d'accompagner le changement d'échelle et ce qu'on voit c'est que de plus en plus de mécènes s'interrogent sur est-ce que c'est pertinent d'accompagner cette phase de développement des organisations, mais finalement comment est-ce qu'on y va, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et donc ça nous semblait intéressant de pouvoir partager avec vous des retours d'expérience de comment certains ont décidé d'accompagner cette phase de cycle de vie de l'organisation, pourquoi, et finalement quelles sont les pratiques qu'ils ont mis en place pour bien répondre aux enjeux. Donc c'est comme ça que nous avons décidé d'articuler ce temps, sachant que dans l'organisation de la matinée, donc on aura un premier temps qui sera donc plus de table ronde avec nos différents intervenants que je vais laisser se présenter dans quelques instants, et ensuite on aura un temps où vous aurez aussi le temps d'échanger les uns avec les autres. C'est pour ça que vous avez des petites gommettes sur vos étiquettes, mais je vous raconterai exactement pourquoi, comment, juste après la table ronde. Donc, peut-être juste pour avant, on aura dans le déroulé, on aura un petit temps pour justement vous présenter aussi ce que c'est le changement d'échelle, peut-être en introduction, avant de passer la parole au retour d'expérience. Mais avant ça, je voulais juste que tout le monde puisse se présenter et en un ou deux mots dire quelle structure vous êtes et puis ce que vous faites. Je vais peut-être Guillaume, si tu veux. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Capel, j'ai 34 ans, j'ai un petit gars qui a 5 ans que j'ai déposé à l'école juste avant de battre le record de Pogacar sur le Mont Ventoux pour arriver ici à l'heure. Et il y a 10 ans, j'ai créé une organisation qui s'appelle Singa, qui travaille sur les migrations et qui travaille aussi avec les réfugiés. C'est une organisation qui est devenue internationale, qui travaille dans 7 pays et qui gère des communautés, qui permet la rencontre entre les nouveaux arrivants et les populations locales et qui permet aussi d'accompagner des entrepreneurs. Donc on a des incubateurs dans une quinzaine de villes, en Europe principalement, qui accompagnent des entrepreneurs immigrés, mais aussi des entrepreneurs qui ont des impacts sur la migration. Bonjour, je suis Benoît Mounier, je suis directeur des programmes de la Fondation Entreprendre. La Fondation Entreprendre existe depuis 2008, elle est reconnue d'utilité publique. C'est une fondation distributrice et en même temps abritante et nous voulons faire de l'entrepreneuriat un levier d'émancipation pour tous, pour construire une société plus durable. Donc en fait, pourquoi on s'intéresse à l'émancipation individuelle de chacun par l'entrepreneuriat et en même temps par la finalité d'entreprendre qui nous intéresse également. Donc comment on entreprend. Et nous soutenons, nous finançons, nous accompagnons et animons un écosystème d'associations engagées sur ces sujets-là et engagées particulièrement sur des actions de sensibilisation, d'éducation et d'accompagnement. Bonjour, Boris Tavernier. Moi, j'ai fondé une association qui s'appelle VRAC il y a 8 ans, qui travaille vraiment sur les inégalités en matière de consommation, en développant des groupements d'achat dans les quartiers populaires, dans les banlieues, pour rendre accessibles les produits bio, les produits locaux aux habitants de ces quartiers. Et maintenant, l'association existe dans 13 villes en France, à Bruxelles aussi, en Belgique, donc à peu près dans 70 quartiers politiques de la ville. Bonjour, Damien Baldin, directeur général de la France s'engage.
La France engage, c'est notamment ce qui a permis un tout petit peu à Singa et VRAC de pouvoir changer d'échelle. La France engage existe depuis 2014 et son objectif ici diablement incarné est justement de mobiliser les forces de l'État, les forces des entreprises pour permettre à ces magnifiques initiatives de changer d'échelle, d'essaimer et de multiplier leur impact social sur tout le territoire français. Merci. Et donc, moi, juste pour me présenter aussi rapidement, donc Isabelle Oyo, la fondatrice de Scale Changer. Nous, on est une structure donc qui accompagne le changement d'échelle des innovations sociales en France et à l'international. On existe aussi depuis 8 ans et on accompagne des structures. On a accompagné plus de 500 structures en individuel comme en collectif, avec à peu près 70 en individuel. Après, on publie aussi des rapports parce que notre objectif, c'est un peu aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir favoriser le changement d'échelle et pas seulement accompagner, mais pouvoir faire que finalement le plus de structures et d'initiatives à fort impact social puissent toucher le plus grand nombre. Et on est très fiers d'avoir accompagné différentes structures qui arrivent à passer ce cap. Donc on travaille beaucoup en France, mais aussi dans une vingtaine d'autres pays du Sud comme au niveau européen. Pour commencer, en fait, peut-être donner quelques éléments d'introduction, parce qu'on parle du changement d'échelle, mais finalement, plein de gens mettent des mots très différents derrière ce que c'est le changement d'échelle. Comme le disait Damien, donc le changement d'échelle, c'est quand on veut augmenter significativement son impact. C'est le moment où on se dit que c'est un bon moment pour changer d'échelle, c'est une fois qu'on a fait la preuve de son modèle, donc une fois qu'on a réussi à démontrer qu'on avait vraiment l'impact social ou environnemental qu'on souhaitait avoir, et en même temps une manière de le produire, donc un modèle qui arrive à être pérenne, ou en tous les cas à pouvoir être s'ancrer dans la durée. Donc vous voyez sur notre petit graphe que finalement il y a une première phase qui va être plutôt de prototypage, puis de validation, et qu'une fois qu'on est au début de la phase d'accélération, c'est un moment où on a aussi une ambition assez importante de faire croître cet impact. Et vous voyez que leurs données, c'est l'impact et pas nécessairement le budget, contrairement à ce qu'on pourrait avoir dans des entreprises privées. Et la manière de le faire, finalement, très souvent, donc on pense au développement territorial. Donc ça, c'est une manière de toucher d'autres bénéficiaires ailleurs, mais il y a aussi comment est-ce que finalement on va mieux répondre aux besoins des bénéficiaires, donc peut-être aller plus loin dans l'impact qu'on peut avoir sur chacun des bénéficiaires. Et ça, c'est aussi du changement d'échelle, parce que finalement, on augmente son impact, peut-être pas en nombre quantitatif de nombre de personnes, mais plutôt en termes de qualité. Donc d'augmenter les parcours et de mieux répondre aux enjeux sociaux et sociétaux qu'on essaye de traiter. Et finalement, la vraie question derrière, parce que bon, c'est bien de se dire, je veux augmenter mon impact, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est beaucoup le pourquoi. Finalement, pourquoi est-ce qu'on pourquoi les structures veulent changer d'échelle. Très souvent, et je pense qu'on va le voir dans les témoignages, ça vient d'une indignation finalement de voir qu'il y a un besoin qui est mal adressé, et finalement qu'on a une solution, ou on a un bout de la solution, et de se dire, c'est vraiment frustrant de voir que il y a des personnes qui pourraient bénéficier de cette solution et qui aujourd'hui ne l'ont pas, faute de la capacité de l'organisation à pouvoir diffuser son innovation. Également, très souvent, ce changement d'échelle, il est aussi pour atteindre une certaine taille critique, finalement, que pour avoir une certaine notoriété, pour pouvoir arriver à être peut-être plus efficient aussi, parce qu'on arrive à mieux répartir ses coûts, pour être aussi parfois à la même dimension, ou en tous les cas même échelon que des partenaires stratégiques qu'on souhaite avoir. Donc différentes structures vont avoir des partenaires stratégiques nationaux, et si vous êtes que sur un territoire, finalement vous n'arrivez pas à mobiliser, à rentrer en partenariat avec ces structures. Et finalement aussi, c'est pour avoir un changement plus systémique et se dire que on est une partie de la réponse, mais qu'il faut aussi que plus largement les lois changent, que il y ait ça s'inscrive de manière plus ancrée au-delà de la structure pour faire évoluer que ça soit les mentalités ou les lois.
Dans les exemples qu'on voit ou pour lesquels moi j'ai travaillé aussi par le passé, on voit par exemple une structure comme Unicité qui a développé un service civique volontaire. Au début, c'était juste une petite structure qui développait son innovation, qui a réussi ensuite à faire qu'il y ait un dispositif d'État, des lois, le statut de volontaire, puis finalement du financement derrière. Mais tout ça, c'était dans le cadre d'un changement d'échelle. Le changement d'échelle était nécessaire pour pouvoir impulser ces évolutions statutaires. Et aujourd'hui, donc, notre focus, c'est pas seulement sur comment changer d'échelle, mais c'est plutôt pourquoi soutenir le changement d'échelle. Donc aujourd'hui, c'est ça qui va être le cœur de nos discussions. Ça va être pourquoi est-ce que finalement c'est important de se concentrer sur cette phase pour épauler des entrepreneurs qui mettent leur énergie au quotidien pour faire advenir justement cette vision du futur. Et donc pour nous, mais ça sera enrichi au fur et à mesure. Ce qui nous semble important à souligner, c'est que finalement on a un vrai plafond de verre pour les innovations sociales et qu'on voit qu'il y a beaucoup d'innovations sociales. Ça représente 10% du PIB, des emplois, etc. en France, mais finalement, quand on regarde les problèmes, très peu de structures arrivent à dépasser les 10% de comment est-ce qu'ils traitent le problème. Donc, quand on regarde l'immensité des besoins, finalement, très peu de structures arrivent à avoir un impact au-delà de 10%, et déjà 10%, c'est significatif, et peu d'organisations y arrivent. Alors, je sais pas si tu me diras si vous arrivez à contre la lutte quand vous y êtes presque. Donc ça, pour nous, il y a un vrai plafond de verre et on voit que c'est difficile de le percer pour les organisations. Également, on n'a pas de chiffres nécessairement pour la France, mais on le voit aux États-Unis où il y a plusieurs organisations, enfin plusieurs études qui ont été réalisées. Et finalement, le plafond de verre, il est en termes d'impact, mais il est aussi parce que les structures ont du mal à avoir une croissance de budget. Alors certes, je disais dans notre ordonnée, c'était l'impact, mais finalement pour générer cet impact, très souvent, on a quand même besoin d'une structure et donc de financement et de budget derrière. Et ce qu'on voit, c'est que donc aux US, donc à voir comment c'est réplicable transposable en France, mais qu'il y a très peu de structures qui arrivent à dépasser ce que les Américains appellent le breakthrough scale, donc qui est une fois qu'on arrive à pouvoir dépasser ce premier stade de changement d'échelle et après vraiment pouvoir rentrer dans cette dynamique, et que eux estiment à un budget de 5 millions de dollars, et il y a que 7% des organisations aux US qui arrivent à le faire. Alors qu'on se dit aux US, pourtant ils arrivent en général à mobiliser des beaux budgets, et donc ça montre vraiment la difficulté à pouvoir avoir ce cap et à pouvoir ensuite avoir une certaine assise qui va permettre de développer de manière significative son impact. Et donc quand on regarde pourquoi est-ce que, donc ça c'est un peu le constat, mais finalement pourquoi est-ce qu'on arrive à ce constat-là? Et donc il y a un peu deux niveaux de freins qui nous semblent intéressants enfin en tous les cas que nous on observe. Il y a un premier qui est autour de finalement pour les entrepreneurs, c'est pas si facile que ça de passer ce cap. Déjà on est en général on est très ancré dans des territoires. Il y a un enjeu de garder la qualité de ce qu'on fait. Il y a un enjeu de le faire avec une certaine éthique. Donc très souvent on entend comment ne pas perdre son âme, comment est-ce qu'on arrive à grossir tout en gardant cette proximité avec la cause et avec ce qu'on veut faire. Et donc pour les organisations, nous ce qu'on observe, c'est que finalement c'est pas toujours facile de savoir quel est le meilleur chemin, comment est-ce qu'on arrive à adopter la meilleure stratégie. Et finalement dans changement d'échelle, il y a un mot qui pour moi est très important, c'est le mot changement. Et finalement, c'est aussi comment on accompagne ce changement, parce que c'est un changement de posture du dirigeant, c'est un changement des équipes, c'est un changement de manière de travailler, et que ça, c'est aussi pas toujours facile à faire en tant qu'organisation, en tant qu'équipe, en tant qu'entrepreneur. Et quand on est plus au niveau écosystème, donc ça c'est ce qui est peut-être plus lié à l'entrepreneur, et au niveau écosystème, ce qu'on voit c'est que c'est pas non plus facile d'un point de vue extérieur. Il y a assez peu de financement ou d'acteurs qui s'intéressent particulièrement au changement d'échelle, qu'il y a assez peu de financement pour cette phase alors que les montants peuvent être
nécessaires, peuvent être plus importants, que finalement il y a toute une phase qui est de comment est-ce que je prépare cette phase de changement d'échelle. Donc il y a un peu une zone grise où pour un financeur c'est pas le plus attractif, parce que finalement c'est pas le moment où on est encore déjà très sur cette pente très ascendante où on voit beaucoup d'impact, et en même temps qui va être nécessaire pour réussir cette rampe de lancement, et qui est donc une zone qui est pas toujours facile pour les financeurs à cibler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Peut-être juste pour terminer sur finalement les tendances qu'on observe. C'est malgré tout ça, finalement, on n'est pas les seuls à faire le constat que il y a un enjeu, et c'est important d'en discuter, et que on voit de plus en plus de programmes, de parcours, de financeurs qui vont justement faire émerger, accompagner cette phase de changement d'échelle, qu'elle soit plutôt. Alors après, ce qui est intéressant récemment, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui vont être sectorielles, qui vont être géographiques, qui vont être thématiques, sur plein de sous-axes un petit peu différents, et que aussi on voit une évolution de plus en plus chez les mécènes qui font un petit peu bouger leur thèse d'impact et de comment est-ce qu'ils veulent soutenir des innovations sociales, en se disant que finalement le soutien au projet c'est une manière de faire, mais qu'il y a des manières de faire qui peuvent être plus stratégiques, qui vont être peut-être plus concentrées, plus sur certains acteurs, et qui vont pouvoir avoir un impact plus fort sur les organisations. Et ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, on le verra aussi avec nos témoins, finalement il y a aussi une dynamique collective entre financeurs et entre mécènes qui se met en place pour se dire on peut être ensemble pour accompagner cette dynamique. Et enfin, peut-être pour parler, parce que là on va plutôt parler mécènes privés, mais il y a aussi la dynamique publique. Et là, ce qu'on voit dans ces dernières années, c'est que finalement il y a aussi des dispositifs publics qui ont été mis en place un peu pour pouvoir accompagner cette phase. Après, se pose toujours un peu la question de la pérennité dans le temps de ces dispositifs. Et enfin, après, voilà. Après, ce qu'on veut aujourd'hui parler, ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est aussi vous partager finalement ce qui a été facile et ce qui peut être plus difficile pour des mécènes dans la mise en place de cette approche d'accompagnement du changement d'échelle. Donc, pour le faire, je vais donner la parole d'abord à nos deux mécènes autour de la table. Et pour vous poser la première question, donc je vais commencer par toi, Benoît, de finalement pourquoi est-ce que vous avez décidé de soutenir le changement d'échelle d'innovation sociale, donc dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a amené à ça, et quel a été un peu le cheminement que vous avez fait au sein de la fondation pour arriver à ce soutien? Merci Isabelle. En fait, c'est arrivé dans ce sujet dans un contexte de transition de notre proposition de valeur. En fait, on est passé d'une logique il y a 1 an et demi on va dire de gestion de portefeuille avec des thématiques, avec un positionnement, mais tout de même en lien avec notre mission, mais avec une réflexion sur en fait en tant que fondation, c'est quoi la valeur. En fait, on mettait en valeur l'apport des associations, l'impact direct qu'ils ont sur les entrepreneurs, mais nous, quelle valeur on a en fait dans ce dispositif. Et donc on a travaillé un peu sur ce sujet pour se positionner un peu plus comme un financeur stratège et dans le système, pas à côté de l'écosystème, mais à l'intérieur du système, et de cet écosystème entrepreneurial. Et donc quel rôle on veut jouer avec nos atouts, et c'est là où on a réfléchi à cette plus-value qu'on pouvait avoir, qui était à la fois sur de l'accompagnement, du soutien financier, et en même temps d'animer l'écosystème, parce qu'il se trouvait qu'on est la seule fondation qui agit autour de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est le positionnement qu'on veut avoir. Et ensuite, changement d'échelle. En fait, dans l'intitulé de la rencontre, je crois qu'il y a plusieurs mots. Il y a aussi, alors ça apparaît pas ici, mais il y avait le changement d'échelle d'innovation sociale.
Et je retiens moi peut-être changement, comme tu le disais, et aussi innovation sociale. Et en fait, nous, on veut contribuer à faire pivoter l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas une finalité pour nous, c'est un moyen d'action pour favoriser l'égalité des chances, pour dynamiser ou redynamiser des territoires fragilisés, et pour créer d'autres formes de valeurs dans notre société. Et donc il y a cette idée de changement. Donc comment est-ce qu'on accompagne ce changement? Et pour ça, il y a besoin d'innover. Et donc on veut, et l'innovation, c'est pas juste un état, c'est un processus. Et donc on veut contribuer à organiser un processus d'innovation. Et donc ça, j'en parlerai tout à l'heure sur le comment on fait. Et en même temps, pour ensuite porter ces innovations ou valoriser les innovations d'acteurs, d'associations, on a besoin, il y a besoin d'un écosystème d'associations solides qui soient en capacité de le faire et qui ne soient pas financés exclusivement sur des projets qu'ils portent, mais qui puissent se déployer à grande échelle. Et finalement, pour vous, qu'est-ce que ça a changé de passer d'une vision portefeuille à une vision plus, justement, en se disant, nous, on veut que l'entrepreneuriat, ça soit un levier? Alors, ça change en termes de... Déjà, ça nous positionne dans être, comme je disais, plus stratège, donc à s'intéresser aux signaux faibles qu'il peut y avoir autour, pas exclusivement de l'entrepreneuriat, mais du coup des problématiques de société pour lesquelles l'entrepreneuriat pourrait apporter une réponse. Ça nous pousse à avoir une vision plus systémique et donc de mobiliser des acteurs complémentaires et qui sont pas exclusivement autour de l'entrepreneuriat, et à les aider à coopérer, donc à nous mettre dans une posture de facilitateur de coopération aussi, et ça nous pousse à nous mettre aussi dans une posture d'accompagnement, et en se faisant aider aussi d'autres acteurs, notamment par ScaleChanger, et ensuite ça nous pousse à changer de posture et d'être dans une posture vis-à-vis des associations ça existait déjà, la fondation était déjà dans cette logique de confiance et de proximité avec les associations, mais ça nous pousse à continuer à être dans ce type de relation avec les associations. Merci. On reviendra sur la notion de confiance qui me semble importante. Je te passe la parole, Damien. Pour vous, c'est un peu différent parce que depuis le début, finalement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, la Fondation La France s'engage, c'est autour du changement d'échelle. Mais vous, justement, pourquoi avoir décidé d'être positionné autour du changement d'échelle? Merci, je n'étais pas remercié pour votre invitation, et remercie également le Philanthro-Lab de nous accueillir ce matin. La France s'engage, née en 2014, elle naît au cœur, paradoxalement, de l'État dit stratège en France, puisque c'est une initiative lancée par le président de la République en 2014, François Hollande, et d'un constat assez partagé, et c'est intéressant que ça vienne de l'État, c'est de se dire que en France, notamment l'État, c'est peu ou prou. Et d'ailleurs, le constat est partagé par rapport aux mécènes et même aux particuliers. On sait plus ou moins bien aider les grandes structures qui travaillent pour l'intérêt général et qui font aussi l'innovation sociale. Je pense notamment aux très grandes associations, aux très grands réseaux associatifs qui font un travail formidable. Mais est-ce que l'État est de grandes entreprises mécènes? En l'occurrence, dès 2014, la France s'engage née avec le soutien de l'État et de Total Energy. C'est un programme, un dispositif public-privé dès son origine, alors même qu'il naît au cœur de l'État. Se dire que on sait aussi, au niveau local, souvent bien accompagner les associations qui structurent la sociabilité, structurent une action très locale, et notamment les élus savent plus ou moins bien le faire. Et c'est un parallèle évidemment fort avec la structuration des entreprises en France. Est-ce qu'au niveau de l'innovation sociale et de l'intérêt général, est-ce qu'on arrive à bien aider, avec un parallèle qu'on pourrait discuter, les TPE, PME innovantes dans le domaine social et de l'intérêt général? Et la réponse,
à l'époque, c'est de se dire non, en tout cas pas suffisamment. Et il faut nous, pouvoir public, l'État, mais aussi entreprises privées, mécènes, aller non seulement bien détecter ces projets qui répondent à un besoin essentiel, peu ou mal couvert par les dispositifs publics et privés, qui apportent une disruption et qui sont inspirantes pour les politiques publiques. Et comment permettre à ces innovations et à ces structures de changer d'échelle, parce que elles apportaient une réponse précise, innovante, sur un territoire donné, et persuadées que ces innovations, elles avaient tout intérêt à pouvoir essaimer sur le territoire. Et c'était aussi important, notamment dans le contexte de 2014, et même encore aujourd'hui, il y a aussi une dimension de cohésion sociale dans le changement d'échelle pour la France s'engage. C'est aussi montrer qu'en France, une femme, un homme engagé qui répond, qui a trouvé un dispositif innovant, et qui répond à l'intérêt général et à un besoin social très fort, eh bien, il doit pouvoir être utile. S'il naît en Corse ou en Bretagne, il doit aussi pouvoir être utile dans d'autres régions. À d'autres bénéficiaires, c'est vrai que la France s'engage, et tu l'as dit Isabelle, sur un dispositif évidemment de changement d'échelle en soi, mais il y a une dimension essaimage, il y a une dimension diversification du territoire qui est extrêmement forte, parce que il y a aussi ce souci-là de la cohésion nationale. Il ne voudra pas échapper la dimension aussi de fragmentation, assez bien documentée maintenant, et donc le changement d'échelle est en cela aussi une réponse. Le changement d'échelle pour les innovations sociales et d'intérêt général est aussi en cela une réponse. Non seulement on a parlé d'impact social, mais la cohésion sociale, je trouve, est assez essentielle. Et donc, tout l'enjeu de la France s'engage, dès le début, c'est d'aller repérer des structures dont on pense qu'elles sont en capacité de pouvoir changer d'échelle, parce qu'elles ont une innovation sociale, parce qu'elles apportent une innovation sociale, parce qu'elles ont déjà un impact plus ou moins démontré, et de pouvoir donc, les repérer, les sélectionner, c'est l'idée du concours de la France s'engage, et après de pouvoir financer et accompagner ce changement d'échelle, et en tout cas la diffusion structurée et valorisée de l'innovation de Singa, l'innovation de VRAC. Il n'y avait pas qu'à Lyon qu'il y avait évidemment un problème d'accès à une consommation de produits alimentaires bons et durables. Et évidemment que c'est une question qui couvrait tout le territoire national. Et que c'est uniquement en mettant autour de la table deux grands mécènes de l'État qu'on peut être actif et permettre à Boris d'aller à Rennes. Je sais que c'est un peu plus compliqué à Rennes, ou en tout cas dans d'autres territoires, et d'être maintenant présent dans 13 régions. Donc un souci politique profond et l'évidence de la coalition d'entreprises et de l'État pour pouvoir permettre ce changement d'échelle. Peut-être une question sur finalement, c'est quoi la difficulté pour vous de ce positionnement? C'est que nous étions les premiers, à peu près. Quand vous regardez l'histoire de la philanthropie, quand vous regardez d'un côté l'action, on va dire sociale de l'État, et l'histoire de la philanthropie, même juste française, un programme ministériel, interministériel, en tout cas un programme gouvernemental qui se transforme en fondation reconnue d'utilité publique fondée par 4 entreprises et qui donc assure une continuité d'action publique et d'action d'intérêt général par ce passage
public, privé d'intérêt général, je n'en connais pas beaucoup. Et c'est toute à la fois la joie et la difficulté d'innover, y compris même dans le mode de financement. Vous le savez, vous mécènes, j'ai été aussi avant un directeur associatif, lauréat de la France Engage, donc j'ai aussi ce regard-là, et de faire, de rendre concrète une coalition d'entreprises qui vont à la fois apporter du financement et apporter des compétences, et en même temps faire le pont pour que ce financement et ces compétences soient le plus adaptés possible à vos besoins. C'est évidemment c'est pas une difficulté, c'est un magnifique défi. Et en évitant aussi le défaut, mais enfin on le connaît, c'est pas forcément un défaut, mais la difficulté, notamment de l'État pendant très longtemps, c'est que je finance et finalement après je regarde pas trop ou peu et je n'accompagne pas. Et parfois j'avais envie de dire quand j'étais du côté de l'association, j'allais dire mais accompagnez-nous, enfin demandez-nous même des comptes sur ce que nous faisons. Et donc d'assurer cette coalition de moyens financiers et de compétences sur des échelles qui sont extrêmement différentes. Nous aussi, on a ces changements d'échelle entre d'un côté des grands financeurs, une grande structure, et des besoins qui sont beaucoup plus ceux d'une structure type TPE, PME. C'est non pas une difficulté, mais en tout cas c'est ce qu'il y a de plus passionnant à faire et à toujours améliorer. Merci, mais justement, de très bonne transition vers finalement pour vous de entrepreneurs sociaux, c'est quoi, ça veut dire quoi le changement d'échelle déjà pour vous, et finalement c'est quoi les difficultés, enfin comment est-ce que on peut être un bon accompagnateur, mécène ou autre pour vous aider. Et finalement, ma première question, c'est plutôt pour vous le changement d'échelle, c'est quoi, et c'est quoi les grands enjeux, les grandes difficultés que vous rencontrez dans cette phase de changement d'échelle, et donc que peuvent aider ensuite au mieux les fondations. J'ai commencé par toi, Boris. Merci. Mais il y en a plein. Déjà, on n'est pas préparé au changement d'échelle à la base. Moi, quand j'ai lancé VRAC, on parlait tout à l'heure, moi j'étais très bien dans mon quartier, à rencontrer les habitants, mon couteau à fromage, ma balance, les sacs de légumineux, les bouteilles d'huile d'olive, ça m'allait très bien. J'avais construit VRAC pour ça aussi. Je voyais effectivement ce besoin dans les quartiers, cette double peine où les gens n'ont pas les moyens de bien se nourrir. Et en fait, c'était d'abord un peu subi. Ça a fonctionné sur le territoire, mais déjà, faut préciser, j'aurais pas pu lancer VRAC sans déjà l'aide de la Fondation Abbé Pierre au départ. Donc il y a déjà une structure qui te fait confiance. Et ça peut pas être une collectivité. Généralement, quand on va avoir une collectivité avec un projet, même s'il est magnifique, ils vont vous dire, revenez dans un an ou deux, faites vos preuves et on verra si on vous accompagne derrière. Et des fondations peuvent plus facilement prendre ce risque. C'est déjà une première chose. Et ensuite, on a eu tout de suite un lien aussi fort avec la Fondation Carasso, qui avait cette stratégie d'un petit peu de faire un appel à projet, un peu comme vous d'ailleurs, pour un peu voir ce qui se passait sur le territoire sur ces questions-là, de sélectionner des projets, et c'est eux aussi qui ont insufflé un petit peu, vous pouvez, ce besoin auquel vous répondez sur le territoire lyonnais, peut-être qu'autre part, ça peut valoir le coup d'y aller. Je m'étais pas questionné là-dessus, mais c'est vraiment en allant à Strasbourg, en présentant notre projet lyonnais, quand j'ai vu l'intérêt et que les gens nous disaient oui, mais nous aussi on veut faire ça ici, c'est là où on a commencé à se dire oui, ok, allons-y. Mais c'est là où commencent un petit peu les galères parce qu'on commence à changer de boulot, et ça, moi, c'est vraiment la chose à laquelle j'étais pas prête au départ, mais où tu passes d'un travail vraiment de terrain à devoir aller rencontrer des politiques, des financeurs, d'autres structures associatives sur un autre territoire, et à perdre un petit peu ton boulot, quoi. Donc ça c'est une vraie difficulté que j'avais pas prévu. Et nous, très vite, on a eu la chance d'être lauréat de la France s'engage dès 2017. Donc ça nous a aidé aussi à nous structurer, d'avoir ces deux fondations, et la Fondation Carasso et la Fondation Abbé Pierre qui nous aidaient encore. Ça nous a vachement aidé à nous structurer, de par l'accompagnement, mais aussi par les rencontres avec les pairs. Quand on est maintenant, je sais pas, 120, Damien, à la France s'engage?
203, je suis à la bourre. On a tous les mêmes problématiques. Qu'on travaille sur le handicap, sur le harcèlement, sur les souffrances, qu'elles soient sur quiconque. On a des problématiques de management, on a des problématiques de ressources humaines, de levée de fonds. On a tous ces mêmes problèmes. Et c'est surtout le changement d'échelle est lié évidemment à une augmentation des effectifs. Et c'est là où il faut faire attention, parce que être un bon développeur, un bon entrepreneur, c'est pas forcément être un bon manager. Donc il faut tout de suite, quand on grossit, pour moi, trouver aussi la complémentarité dans les équipes. Et moi, ça, c'est des fondations qui m'ont vachement aidé là-dessus. Ils ont vu, ok, t'es super, tu vas bien développer machin, mais on te laisse pas les clés d'une asso, quoi. Enfin, moi, donc il y a pas mal de fondations qui m'ont accompagné aussi là-dessus pour trouver les bonnes personnes qui seraient complémentaires pour porter le projet. Merci. Et même question pour toi, Guillaume. Finalement, pourquoi changer d'échelle pour Singa, et c'est quoi un peu les grands défis que vous avez rencontrés dans les différentes phases, parce que vous avez différentes phases aussi de changement d'échelle? Déjà, j'ai l'impression que notre démarche initiale, elle était un peu à l'inverse de ce que tu as raconté, c'est-à-dire que on voulait changer la situation des réfugiés dans le monde. Donc en fait, tu t'attaques directement à des sujets d'État-nation, de culture aussi, de comment en fait les choses se sont développées pendant des décennies. Et donc du coup, notre échelle, elle est en fait immensément haute. Et la question, c'était plutôt par où on démarre en fait. Parce que si on veut faire tomber le colosse et changer cette culture, on va devoir changer et lancer beaucoup de programmes. Et notre changement d'échelle, c'est donc d'être passé en 10 ans de 0 à 7 pays, de 0 à 21 villes, de 0 à 120 collaborateurs, de 2 à 80 000 activistes, de 5 entrepreneurs qu'on accompagnait à 1000 aujourd'hui. Et tout ça s'est fait en fin de compte assez rapidement. La première chose qui nous a permis de changer d'échelle, c'est d'avoir un espace. En fait, en 2013, on a remporté SFR Jeunes Talents et on s'est retrouvé à la ruche avec un bureau et demi. Et on était 8. J'ai encore honte à ce jour. Donc on louait tous les jours la salle de réunion, on se retrouvait à 8 là-dedans, et en plus on était ceux qui invitaient le plus de gens dans l'espace, à tel point qu'à un moment donné Bruno Imbert m'a dit mais barrez-vous, c'est plus possible d'être ici. Mais n'empêche que ça a été cet espace en fait nous a permis nous en fait de créer de la communauté et donc de changer d'échelle. Et je pense que ça c'est aussi une dimension importante à prendre en compte. La deuxième, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des mécènes un peu fous, et je pense notamment à Ashoka, qui nous a fait confiance dès 2014, alors qu'on n'avait pas encore prouvé grand-chose, mais en fait, ils ont vu que la thématique sur laquelle on travaillait et la manière dont on travaillait était tellement novatrice qu'il fallait soutenir en fait le développement. Et on a eu la même chose avec le HR Innovation, qui m'a appelé le 24 décembre 2014, je m'en souviendrai toujours, puisque j'organisais le 10 janvier un événement pour lequel je n'avais toujours pas de financement, et que j'avais ramené à peu près la terre entière. Et donc du coup, ce sont aussi ces organisations-là qui font basculer en fait la vie d'une structure comme la nôtre, qui donne les moyens. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que j'aime bien quand la fondation me demande des comptes, parce qu'en réalité, quand on est dans une phase d'innovation, il y a aussi beaucoup de moments où on a besoin de tester et on sait pas pertinemment où on va. On sait on sait où on veut aller, mais on sait pas exactement comment on va y aller. Et donc du coup, d'avoir trop d'indicateurs ou trop de critères ou trop de, à la rigueur, des comptes à rendre sur comment on y est allé, oui, mais par contre des comptes à rendre sur avant même de démarrer, là c'est compliqué, parce qu'en fait la réalité c'est qu'on est obligé d'inventer une fausse histoire, et qu'on sait très bien que cette histoire va évoluer. Ceci étant dit, donc il y a une autre structure qui nous a permis de complètement changer d'échelle, qui s'appelle La France s'engage. Et ça, c'était en 2015, parce que ce qu'on avait réussi à faire à Paris marchait très très bien.
Et évidemment, le sujet était partout en France. Donc, du coup, on a pu lancer dans 4 nouvelles villes. Mais surtout, en lançant dans 4 nouvelles villes, on a pu mutualiser des ressources. Et donc, du coup, on a pu avoir des fonctions support. On a pu commencer à structurer notre comptabilité, notre communication. Et donc, ça aussi, ça a été déterminant. Notre changement d'échelle, il a été un peu double parce qu'en fait, on a eu un développement aussi très centralisé en France, où on a dupliqué un modèle qui existait. Et en parallèle, en fait, on partageait notre modèle à l'international, un peu en open source, c'est-à-dire qu'on avait créé un peu des méthodologies qu'on transmettait en Allemagne, en Suisse, etc. Et donc ça a été compliqué à gérer. C'est qu'en fait, on avait un double fonctionnement et aussi des financements qui correspondaient à ça. On avait Bosch en Allemagne, Migros en Suisse qui nous finançaient pour qu'une équipe locale se mette en place, mais aussi avec une vraie indépendance locale. Et donc il y avait ce décalage entre l'ultra-centralisation française et le côté on travaille en réseau à l'échelle internationale. Et ça pour nous ça a été compliqué à gérer en termes de changement d'échelle. En fait, j'avais fait une liste année par année, mais ça va pas le faire, sinon je vais parler pendant 40 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire de très important? Il y a tous les changements d'échelle que vous préparez. Et donc ça, c'est ce qui nous est arrivé avec la fondation France s'engage. C'est ce qu'on est en train de travailler avec la fondation Entreprendre. On a des incubateurs qui marchent, dont on sait combien ils coûtent. On sait comment les mettre en place, quelles ressources humaines on a besoin, etc. Mais on comprend que on n'y arrivera pas seul. Donc du coup, il faut que d'autres s'emparent de ces méthodologies. Et donc ça, on peut vraiment l'anticiper. On peut trouver le financement, et c'est ce qu'on fait aussi avec la Fondation Entreprendre, pour pouvoir transmettre notre méthodo. Donc c'est aussi un peu nouveau pour nous, c'est-à-dire que c'est pas Singa qui va se développer, on va permettre à d'autres de se développer avec notre méthodo. Et par contre, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et c'est ce qu'on est en train de vivre avec l'Ukraine en termes de changement d'échelle. C'est qu'on a lancé une plateforme d'accueil des réfugiés chez l'habitant, et que en l'espace d'un mois, elle a pris 5000 nouvelles inscriptions, alors que sur un temps normal, on est à 500 en un an. Donc on a multiplié par plus de 20 en fait le nombre d'inscriptions en l'espace d'un mois. Et donc là en fait on est dans des changements d'échelle accélérés, et ça je vous raconterai un peu plus tard comment on peut les gérer. Désolé. Merci. Le petit teasing pour la deuxième partie. En tout cas, moi, ce que je retiens sur le pourquoi de changer d'échelle, finalement, il y a quand même une vision, qu'elle soit certes pour les entrepreneurs de la vision de la société que vous voulez avoir, mais finalement des fondations aussi. Quand tu disais, c'est finalement comment est-ce que l'entrepreneuriat va être un levier pour faire évoluer la société, un levier de cohésion sociale, et finalement accompagner le changement d'échelle de structure dans cet écosystème, ça vous permet aussi d'atteindre cette vision que vous portez de manière forte, et qui va faire finalement que vous ayez une approche plus stratégique que juste se dire on va financer X programme ou toucher X personnes. Et finalement il y a cette vision de transformation de la société qui me semble être forte dans tout ce que vous avez évoqué. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est finalement sur cette notion des rendre des comptes, t'évoquais Benoît sur la confiance qui est importante, et finalement que le chemin des entrepreneurs sociaux est sinueux et parfois peu prévisible sur la suite. Et donc finalement, et que aussi les besoins sont multiples, et que donc finalement, est-ce que les fondations, quel rôle elles doivent jouer entre je t'aide à ouvrir les yeux, à te dire finalement ça peut être chouette que t'essaimes, ou en même temps dire en même temps laisse-moi l'espace pour pouvoir essayer, tester, développer le modèle qui me convient. Donc finalement, c'est une ligne de crête qui est assez intéressante à trouver entre comment j'accompagne, j'ouvre les yeux, et finalement je fais pas d'ingérence
sens où j'arrive pas à imposer mon modèle ou ma vision de ma réussite sur les projets que j'accompagne. En tous les cas, nous, c'est ce qu'on voit dans les tensions qu'on voit au niveau des mécènes, comme finalement comment ça se répercute sur les associations et les entreprises sociales. Et donc, mon deuxième lot de questions, il est plus autour de finalement comment vous faites et qu'est-ce qui fait que ça marche qu'est-ce que vous avez mis en place en étant à l'écoute de ces besoins qui sont multiples, du local, du financement, de l'extra-financier d'accompagnement. Finalement, vous, comment est-ce que vous avez pensé le comment vous allez accompagner une fois que vous avez défini le pourquoi? Donc, j'ai commencé par toi, Damien. Est-ce que La France Engage a développé un parcours d'accompagnement de 3 ans et plus, avec 2 jambes. La première, elle est essentielle, c'est financer le changement d'échelle des structures qui sont lauréates de la France Engage. Donc nous avons un concours, à la fin nous sélectionnons entre 10 et 20 lauréats chaque année, et une fois que vous êtes sélectionné, vous rentrez donc dans le parcours d'accompagnement de la France Engage qui dure 3 ans. Pendant ces 3 ans, les lauréats vont recevoir un financement entre 100 et 300 000 euros sur 3 ans. Et ce financement, et j'insiste bien, c'est des tickets assez importants dans l'écosystème de la philanthropie. Personnellement, je les trouve encore assez faibles au regard des enjeux. Au regard des enjeux de la situation sociale, de la situation mondiale. Souvent, on est content, la France Engage, de pouvoir annoncer des tickets aussi importants. Mais voilà, rappelons-nous quand même ce que c'est que même 300 000 euros. Et alors qu'on voit bien qu'il y a un potentiel de financement, mais tellement plus important. Néanmoins, je ne vais pas non plus flageller mon financement, mais un financement assez fort, qui puisse assurer un effet levier, nous l'espérons, et un point extrêmement important, ce financement est non fléché. C'est-à-dire que c'est un financement que reçoit VRAC pour assurer son changement d'échelle. Et notamment, ce que disait Guillaume, on sait tous ce dont ont besoin des structures qui font du changement d'échelle, elles ont besoin de recruter, et notamment sur des fonctions support. Mais c'est pas à moi le dire, hein. C'est les structures elles-mêmes, c'est un pacte de confiance entre un lauréat et une fondation pour assurer ce changement d'échelle. Financement non fléché. La deuxième jambe, c'est l'accompagnement. Pour que ce financement non fléché soit le plus efficace possible et le plus utile possible pour les structures, il faut que la structure se dote de compétences, de services auxquels elle n'a pas forcément accès, et d'un point de vue financier, d'un point de vue du réseau, d'un point de vue des compétences. Et toute l'idée de la Fondation La France Engage, c'est justement de mettre au service des lauréats de ces structures-là des compétences habituellement réservées aux entreprises, et plutôt aux grandes entreprises, à 360 degrés. Parce que et Boris et Guillaume se sont retrouvés, c'est surtout le cas notamment de Boris, un peu entrepreneur social malgré lui. Et c'est souvent, enfin voilà, je connaissais un peu plus Boris. Et donc, un entrepreneur social en pleine croissance, il a besoin de juridique, il a besoin de communication, il a besoin de digital, il a besoin de recruter, il a besoin de trouver des locaux, il a besoin de plein de choses. Et là, nous allons essayer de les aider, là, pour le coup, sur ces besoins précis-là. Et pour répondre à ces besoins précis-là, nous allons, d'une part, essayer de mobiliser des compétences en pro bono, avec notre douzaine d'entreprises partenaires. Et lorsque ce n'est pas le cas, ou lorsque ce n'est pas souhaitable, par exemple sur une mesure d'impact, on a un besoin d'indépendance et de parties prenantes extérieures, nous allons refinancer
cette fois-ci sur des projets fléchés. J'ai besoin de savoir si VRAC a besoin de savoir si c'est pertinent ou pas de s'installer à Bordeaux. Et donc, dans ces cas-là, on va refinancer pour VRAC une mission d'essaimage à Bordeaux. Pertinence, est-ce que c'est bien, est-ce que notamment pour éviter aussi l'essaimage parisien hyper descendant, ça marche bien à Lyon, donc forcément ça marche bien nulle part ailleurs. Ben non, pas forcément. Dans les villes, en fait, il y aura des structures à peu près similaires. Donc, comment je crée des coalitions territoriales, comment je donne simplement le mode d'emploi de ce que je fais à une structure qui aura été identifiée par des incubateurs locaux et par des collectivités territoriales. Et cela pendant 3 ans. Avec un enjeu, il y a l'enjeu de la communication qui est très fort, l'enjeu de la stratégie du changement d'échelle avec ScaleChanger, les enjeux juridiques parce que je suis mon association, mais en fait là je développe une activité lucrative et donc il faut que je crée peut-être une entreprise et puis un fonds de dotation, mais tout ça c'est un peu une zone grise et que donc j'ai besoin d'avocats pour pouvoir sécuriser la diversification de mes véhicules juridiques, de mon action et de mon innovation sociale. On travaille ainsi avec Impact Lawyers que vous connaissez pour beaucoup. Et donc en essayant d'avoir, alors c'est pas toujours facile à tenir dans le micro et dans le détail, mais avec un peu l'objectif de se dire que pour 1 euro de financement non fléché, j'apporte en plus 1 euro d'accompagnement fléché sur des besoins très précis de croissance. Cet euro, il peut être soit en numéraire, en cash, soit en pro bono. C'est un petit peu le pilotage qu'on essaye d'avoir, bon gré mal gré, dans le pilotage macro de la France s'engage. Et puis le dernier point de l'accompagnement, c'est le label. Une fois lauréat, vous êtes labellisé, et ce label, il doit aussi servir en relation extérieure des lauréats, parce qu'il a aujourd'hui une certaine reconnaissance. Il a eu une certaine puissance dès le début parce qu'il a été lancé par un président de la République, parce que la fondation est toujours présidée par François Hollande, parce que nous avons un conseil d'administration de fou, et que maintenant il y a 203 lauréats et qu'il y a des porte-paroles incroyables, et que lorsque vous êtes labellisé La France Engage, eh bien ça, et on le sait, ça facilite un petit peu de la levée de fonds, ça facilite la discussion avec les pouvoirs publics. Il y a une reconnaissance. Donc l'accompagnement dans le temps long, et y compris après les 3 ans, puisque même s'il n'y a plus de financement direct, sauf point exceptionnel lors de l'aide Covid, par le Covid, on a alloué des financements supplémentaires à des lauréats, qu'ils étaient lauréats de la Fondation en 2017 ou des lauréats de 2014. Et de manière concrète, ça c'est à partager avec vous, nous nous interrogeons aujourd'hui sur ce que nous pourrions faire de plus, parce qu'on voit bien que même si pendant 3 ans, Singa et VRAC sont arrivés à un changement d'échelle déjà important, il y a encore un besoin et on peut aller encore un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est un petit peu la frustration que nous on peut avoir à la France Engage, c'est comment consolider, comment après ce travail incroyable de 3 ans, comment on continue, on rajoute en fait un étage à la fusée pour que le satellite aille plus loin. Et donc après, de manière très concrète, et je m'arrête là, la structure devient lauréate. Grosso modo, donc vous avez un concours, premier semestre. À l'été, vous savez si vous êtes lauréat. Le semestre 2, il y a une phase de diagnostic assurée par la fondation. Donc il y a un diagnostic stratégique qui est opéré par notre mécène Kearney, ancien AT Kearney, cabinet de conseil en stratégie, un diagnostic juridique, un diagnostic en communication, un diagnostic en digital. Et à partir de ce diagnostic assez poussé, on établit une convention triennale et un plan de co-développement pour les 3 ans pour pouvoir adapter le plus possible les besoins des lauréats, en étant toujours ça en fait c'était prévu mais on l'a pas fait, ça c'était pas prévu et on va le faire, et à nous aussi évidemment à chaque fois de nous adapter, c'est plutôt un plan de co-développement qui nous permet de
de discuter très régulièrement sur l'avancée du projet et le changement d'échelle. Et après, le deuxième pilier, donc ça c'est l'accompagnement individualisé, on répond à des besoins précis, et après il y a la dimension évidemment collective, de formation collective, et aussi de rencontres, pour pouvoir faire en sorte que les lauréats en situation de changement d'échelle s'enrichissent parfois même beaucoup plus que dans une relation même sympathique entre une fondation et la structure. Donc la question de la cohésion aussi de la communauté des lauréats de la France Engage, elle est extrêmement essentielle pour après, on l'espère, faire apparaître un peu des coalitions qui vont monter en puissance. C'est pas un hasard si les 2/3 du collectif mentorat qui a été en partie justement changé d'échelle par l'État sont des anciens lauréats de la France Engage. On doit pouvoir être demain en capacité de coaliser des lauréats pour assurer cet impact social et politique encore plus important. Merci, merci Damien. Benoît, vous, comment est-ce que vous avez pensé justement le comment vous mettiez en œuvre cette vision dont tu nous parlais tout à l'heure? Alors déjà, avant de parler du changement d'échelle, il y a, en fait, ce comment repose sur 3 piliers. Il y a, je reviens sur la question d'innovation sociale et du lien avec l'écosystème. C'est déjà d'identifier des signaux faibles, de produire de la connaissance pour éclairer l'écosystème. Et donc, on a mis en place un lab qui est encore en cours de construction. Tout ce que je vous dis là, ça fait 1 an et demi qu'on le met en route, donc on le consolide. Donc c'est de soutenir ou d'impulser des études sur des sujets pour lesquels on pense que l'entrepreneuriat pourrait jouer un rôle intéressant, de mener des expérimentations, notamment par exemple sur l'accompagnement des plus de 45 ans en transition vers l'entrepreneuriat dans un contexte d'employabilité plus faible notamment. Et donc de diffuser ces enseignements. Et c'est aussi dans le cadre du lab, c'est pour revenir sur les différentes phases, parce que pour arriver au changement d'échelle, c'est aussi faire confiance c'est de pouvoir aussi soutenir en amorçage des projets. Alors c'est pas de manière industrielle, donc on n'en parle pas beaucoup, mais si on identifie un projet intéressant, on peut mettre un ticket d'amorçage et pour aider le projet à se déployer. Après le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle la réponse collective. C'est en fait on se met dans une dynamique de collective impact où en identifiant une problématique, on crée des alliances avec d'autres fondations. C'est-à-dire que on pense que l'entrepreneuriat peut relever des défis, mais donc ces défis de société, c'est d'autres fondations qui sont expertes de ces défis à nos côtés. Donc on va créer ce type d'alliance, et ensemble on crée une stratégie à 3 ans et dans une logique d'innovation. Et donc on va ensuite soutenir financièrement un collectif de porteurs de projets. Qui eux-mêmes répondent en collectif. En fait, on leur demande de répondre en collectif pour créer des chaînes de valeur plus cohérentes. Et on va animer pendant 3 ans ce collectif embarqué sur une thématique. Alors, à titre d'exemple, on a lancé un collectif autour de l'entrepreneuriat en difficulté, notamment dans le contexte de crise sanitaire il y a 2 ans. Et donc ça, ce collectif a toujours lieu. Un autre l'année dernière sur l'entrepreneuriat de territoire, donc faire émerger un nouveau type d'entrepreneuriat de territoire pour dynamiser, contribuer à dynamiser les territoires ruraux, et donc avec un besoin de designer des nouveaux types de dispositifs et d'animation d'émergence de ce type d'entrepreneuriat, donc sur des territoires ruraux fragilisés. Et là, on lance un programme autour de la jeunesse, un peu sur ce type d'approche. Et donc, et avec un volet de R&D important dessus, donc de l'ingénierie aussi, de la capitalisation.
Et donc ça, c'est de l'émergence d'innovation sociale. Et en même temps, ça peut être un levier de changement d'échelle pour des projets, mais pour des acteurs associatifs en faisant tout de même un pas de côté, en se mettant dans une logique d'innovation. Et on les soutient sur les phases, pas que sur des phases opérationnelles, c'est qu'on les soutient aussi sur un potentiel de capacité à porter un projet, à l'impulser, à coopérer sur des territoires. Et donc on est OK sur les 3 ans de soutien de soutenir pendant 1 an des phases de diagnostic de territoire, des phases de construction de partenariats, des phases d'ingénierie. Donc ça veut dire qu'on est OK sur le fait que l'ingénierie au début, les parcours d'accompagnement, ils soient pas clairs quand on les prend. Donc on va s'intéresser à l'intention qu'il y a derrière. Et c'est la force du collectif qui va aussi aider à structurer ces parcours. Et donc ça, c'est le deuxième levier. Et le troisième, c'est l'accélérateur. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que pour avoir aussi des projets pertinents, innovants, qui répondent à des besoins, il faut derrière des associations qui soient solides structurellement. Et donc l'accélérateur, c'est un soutien structurel qu'on propose à 3 à 4 associations par an, mais sur 3 ans, dans une phase de consolidation et ou de changement d'échelle. On s'adapte après à l'intention de l'association, à la phase dans laquelle elle se trouve. Et donc là, on est plus particulièrement, donc on est sur des tickets qui vont sur 3 ans entre 250 et 500, 600 000 euros. On peut intervenir jusqu'à, je dis bien dans la limite, avec des petits astérisques. Voilà, c'est pour ça que je fais attention. Mais on peut intervenir jusqu'à 30% du budget de l'association, ou si c'est une association qui n'est pas spécifiquement sur l'entrepreneuriat, du programme entrepreneurial qu'elle va porter. Bien entendu avec plein de limites parce qu'on étudie bien entendu le budget. Et là, en fait, c'est un pari qu'on fait sur des associations. On les soutient sur une vision du succès qu'elles ont à 3 ans. Et ça, c'est elles qui nous proposent cette vision du succès. On est OK que cette vision, elle n'est pas toujours très claire. Bon, on a quand même besoin qu'elle soit claire un peu quand même au moment où on s'engage, parce qu'il y a quand même des moyens. Mais qu'elle peut, pour revenir à ce que tu disais, Guillaume, qu'elle peut évoluer en fait, parce que c'est ça la logique entrepreneuriale, c'est aussi de faire face à une complexité, et il y a besoin justement de temps pour ça, de se poser. Et donc après, concrètement, on a un peu une logique un peu similaire, c'est qu'on a une période de diagnostic qui dure 4 mois à peu près, et où là en fait cette période-là permet finalement de mieux formaliser cette vision du succès et d'identifier des chantiers de transformation dans l'association. Et ensuite, pendant les 2 ans et demi qui restent, donc au-delà du soutien financier, en fait à la carte. Donc on veut pas avoir une approche scolaire, mais plutôt à la carte, en réponse aux besoins et aux chantiers de transformation identifiés. On va mobiliser à côté un fonds d'ingénierie avec donc en supplément des financements qui viennent sur la structuration de l'association. Et on va mobiliser des experts en fait pour aider l'association dans la conduite de ces chantiers de transformation. Et nous, notre rôle, ça va être de coordonner en fait ces différents, le rôle interne de la fondation, de coordonner ces différents intervenants et de faire venir au bon moment la bonne expertise, en tenant compte à la fois du besoin de l'association, mais de sa temporalité et de sa disponibilité en fait. Parce qu'une équipe dirigeante d'une association, elle est aussi sous l'eau, elle peut avoir donc en gros, on fait des feuilles de route en début d'année, mais souvent elles glissent. Et en même temps, des fois on est là aussi pour dire faut pas que ça glisse trop non plus, parce qu'on est là aussi pour vous aider, pour alerter, mais du coup aussi pour s'adapter aussi à ces imprévus. Et donc là c'est cette j'en parlais tout à l'heure, cette relation de confiance qui doit se mettre en place. Et nous on tenait quand même à être aussi être dans un rôle de coordination qui nous prend du temps. C'était des réflexions qu'on avait, mais
qui nous permet de garder un lien. C'était quoi qu'il en soit depuis la création de la fondation, sa plus-value, c'est cette proximité avec les associations qu'on soutient, et ça on veut le garder, donc on le fait, et ça nous permet d'établir cette posture-là, une vraie relation de confiance, qui est pas forcément évidente, parce que quand on est même à appréhender pour une association, en fait, c'est que on essaie d'évaluer la capacité de transparence de l'association et d'envie de se faire accompagner dans ce cadre-là. Après, on est un financeur aussi, et donc même si nous on peut dire mais non, mais on se fait confiance, derrière on peut comprendre aussi qu'il y a d'autres enjeux qui se jouent pour l'association, on veut pas toujours montrer ce qui se passe mal dans l'association, et en même temps on en a besoin pour accompagner, et on est ok avec ça, en fait, qu'il y a des choses qui se passent mal, et donc ça, cette relation, dans certains cas, quand on a des associations qui nous connaissent depuis un moment, elle se construit assez rapidement, et dans d'autres cas, c'est un peu il y a un process qui se met en place, et ça peut prendre quelques mois pour que ça se construise. Voilà. Et puis après, sur la question des financements, on fait le choix aussi de pas flécher les financements, même si maintenant, aujourd'hui, je me questionne si on ne devrait pas justement les flécher sur du structurel pour éviter que ça aille sur du projet. C'est-à-dire que s'il y a besoin d'investir, aujourd'hui ça va sur du structurel, mais ça peut aller sur du projet. Mais là, c'est se dire, en fait, on veut s'assurer que ça aille vraiment sur du structurel. Le projet, ça peut être financé par ailleurs, donc pour pousser aussi les associations à aussi investir dans des ressources humaines support, et pas qu'elles nous répondent, parce qu'on leur donne quand même pas mal de moyens, qui nous disent en fait non, j'ai pas les moyens, si, en fait on vous les a donnés, donc maintenant passez l'étape supérieure, quoi. Donc cette question finalement aussi de renforcement institutionnel, de comment est-ce qu'on finance les fonctions support, elle est à contre-pied parfois on ne veut pas financer du salaire, où vous voulez aller potentiellement encore plus loin en disant nous on veut que financer du structurel, du salaire et non de l'impact direct finalement, ce qui peut être un peu nouveau, j'ai envie de dire, pour dans le cadre de l'accélérateur. Dans le cadre de l'accélérateur, finalement, dans la réponse collective, on finance du projet, on assume. Bien sûr. On finance toujours le salaire. On finance souvent du salaire, mais il y a très souvent quand même une difficulté pour beaucoup de structures d'avoir finalement des financements qui sont soit très fléchés sur de l'investissement, sur des salaires qui vont être terrain et pas financer le poste du DG, de l'ADG ou de la DAF. Enfin, il y a finalement quand même cette difficulté pour beaucoup de structures de se dire comment est-ce que j'arrive à financer ces coûts qui sont essentiels pour permettre mon changement d'échelle, et en même temps que pas tout le monde a envie de financer. Donc c'est pour ça que vous êtes là. C'est parce que justement il y a une vision peut-être différente de qu'est-ce qui va permettre ce changement d'échelle et qui va être nécessaire pour que l'organisation elle arrive à porter cette ambition mondiale. Européenne déjà. Et ce que je note aussi beaucoup dans vos deux interventions, c'est aussi la dimension collective, qu'elle soit. Alors, on pousse souvent les consortiums d'acteurs territoriaux à faire ensemble, mais finalement, ce que je trouve intéressant aussi dans vos deux témoignages, c'est que vous-même, vous êtes aussi en collectif de financement, et que vous mettez ensemble des compétences, des financements pour pouvoir mieux aider le changement d'échelle, et finalement ça s'applique pas qu'aux assos de se mettre en consortium. Maintenant, fort de ces deux témoignages d'intention derrière tous les programmes qui peuvent être mis en place. De l'intention. Non, c'est fait, mais derrière le décryptage de pourquoi avoir mis ces dispositifs en place et ces types de montants. Finalement, Boris et Guillaume, vous, comment est-ce que vous avez vécu ces différents parcours, et finalement, ça serait quoi vos recommandations à d'autres mécènes qui se diraient, nous on a envie d'accompagner le changement d'échelle, et finalement, qu'est-ce que ça serait vos recommandations? Je vais commencer par toi, Guillaume. Merci.
Je te rejoins sur le fait que on a besoin de mettre aussi des moyens sur le structurel, parce qu'en fait on est financé quasiment exclusivement sur des projets, et en fait on en a besoin parce qu'on a besoin de faire avancer aussi, d'avoir nos incubateurs, de lancer en fait de plus en plus d'entrepreneurs, etc. Mais du coup on est tout le temps en fait dans la gestion, dans l'urgence, et on a pas les ressources humaines, surtout nous en direction, on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas assez de personnes sur qui déléguer en fait certaines de ces activités pour réfléchir à comment on change d'échelle. Et l'une des choses qui, je trouve, nous a été la plus importante dans les financements de changement d'échelle aussi qu'on a reçus, c'est que ça a été le moment où on s'est posé la question du ce qu'on appelle le endgame. Finalement, pourquoi on fait tout ça? Et ça a été aussi des moments où quand on était lancé dans une course à on va créer de plus en plus d'incubateurs en France pour qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs réfugiés ou immigrés qui puissent lancer leur entreprise, on s'est dit en fait on n'est peut-être pas obligé de lancer les incubateurs nous-mêmes, on n'a qu'à former les incubateurs qui existent et puis ils vont devenir plus inclusifs. Et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment aussi avec la Fondation Entreprendre, c'est de se dire on va modéliser ce qu'on a réussi à faire, on va créer des indicateurs et puis on va aller former des structures qui aujourd'hui accompagnent des entrepreneurs pour qu'elles soient en capacité de faire la même chose que nous. Et c'est un sacré, en fait ça paraît rien comme ça, mais quand nous on est lancés comme des rhinocéros pour avancer sur nos projets, de freiner des quatre pattes et de se dire ok, en fait on n'est peut-être pas obligé de le faire nous-mêmes et du coup ça nous donnera du temps aussi pour avoir plus d'impact en fait sur notre échelle d'impact. Là c'est très intéressant. Pour vous expliquer un peu ce que nous on vit en ce moment en changement d'échelle, d'abord on a dû structurer en fait notre réseau international. Donc l'année dernière on a créé une nouvelle structure, Singa Global, parce qu'il y avait que des pays avant. Et on a été recruté aussi en fait une équipe de direction. Donc cet été j'ai recruté Benoît Hamon et Fatemeh Djelani qui sont aussi deux personnes qui ont migré du monde politique et du monde du consulting pour venir nous rejoindre. Pour aussi en fait avoir des gens qui ont eu la compétence de gérer des budgets de 75 milliards qui vont nous aider à poser les bases pour les 10 prochaines années. Parce que nous, on a quand même commencé par gérer des budgets de 3 000 euros et aujourd'hui, on est à des budgets de 6 millions d'euros. Donc du coup, on est déjà en train de gérer vachement plus qu'on avait l'habitude. Donc c'est bien aussi d'avoir des gens qui ont d'autres habitudes qui nous rejoignent en changement d'échelle. Et puis, il y a vraiment la question dans ce changement d'échelle de générer des nouveaux revenus. Et donc du coup on est en train, on en a parlé tout à l'heure, mais de créer des nouvelles structures qui vont faire des activités de conseil, qui vont aussi faire des activités de financement, puisque on est en train de construire un fonds d'investissement à impact pour pouvoir investir dans les entreprises qui sortent de nos incubateurs. Et ces projets-là, ça nécessite des nouvelles connaissances juridiques, ça nécessite des nouvelles équipes. Et donc c'est aussi dans ces moments-là en fait qu'on a besoin de ce soutien et de ce changement d'échelle, à la fois financier, mais aussi en termes de système d'information, parce que quand on change d'échelle, on arrive à l'international, etc. On a besoin de revoir toute la manière dont on a structuré notre transmission d'informations en interne et aussi vers l'extérieur. Et dans cette phase-là, on a besoin d'échanger. Et s'il y a des mécènes qui sont en face, qui ont l'habitude de ces changements d'échelle, qui savent poser les bonnes questions, qui peuvent nous challenger sur mais pourquoi on fait ça au final, je pense qu'on a les bases aussi d'une réussite de changement d'échelle. Surtout si ces mécènes comprennent que l'investissement financier à ce moment-là est quand même important en termes de fonction support, et c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler avec cette fondation pour ne rien vous cacher, même si je te rejoins, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin, parce que je vois des startups aujourd'hui qui pondent des cartes en NFT et ils arrivent à lever 13 milliards et je me dis nous je sais combien ils sont valorisés à 3 milliards surtout, et je me dis nous on est sur des enjeux d'intérêt général qui sont cruciaux, et on est encore sur des tickets qui finalement
sont faibles. Merci Guillaume. Boris, pour toi, justement, comment tu as vécu tes recommandations? Pour moi, c'est déjà un partenariat. Enfin, évidemment, qu'il peut avoir on peut voir une fondation comme un financeur, un guichet quand la fondation BNP fait le projet banlieue. C'est des petits montants pour plein de structures. Je pense que ça doit permettre aux fondations de repérer vraiment ce qui peut valoir le coup, ce qui peut se développer. Et je pense que vous avez cette agilité là, cette souplesse et de justement derrière de les faire monter. Donc ça, c'est une première chose qui est intéressante. C'est difficile. Moi, l'objectif aujourd'hui, voilà, on est dans 13 villes. Il y en a encore 4 ou 5 qui sont sur le coup en ce moment. Donc, on continue de développer. Moi, l'objectif, c'est de changer les politiques publiques. Et c'est en ça que vous pouvez aussi nous accompagner en nous offrant le temps, parce que c'est très long. Et on a plus trop de difficultés pour financer les vracs locaux, mais maintenant pour structurer, il faut une tête de réseau qu'on a pu construire il y a que 1 an, et on est 3,5 comme salariés pour aujourd'hui 50 dans le réseau. Donc tout le monde fait tout, hein. Donc effectivement on manque de fonctions support, on est vraiment en tension là-dessus. Animer un réseau qui a doublé en 1 an et qui va encore doubler dans les deux prochaines années, il faut de l'humain, quoi. Ça, c'est indispensable. Et moi, mon objectif, voilà, c'est pas d'être partout en France. Je suis pas Carrefour, j'arriverai pas à être dans tous les villages de France, mais de pouvoir changer les politiques publiques et d'avoir le temps de le faire, ça, c'est hyper important. La fondation Carasso nous a offert ce temps-là. Elle finance la tête de réseau aujourd'hui, et en attendant que les politiques publiques prennent le relais. Mais ça commence à fonctionner. Cet essaimage nous a permis d'être plus visibles, d'être à la même table sur les questions d'aide alimentaire que les Restos du Cœur, que la Croix-Rouge et d'autres. Et maintenant, on est la seule structure en France habilitée, on a l'habilitation aide alimentaire, mais on est la seule structure qui n'est pas liée au gaspillage, qui n'est pas liée aux invendus. Donc on arrive à montrer, voilà, il y a une autre forme possible. Mais ça, c'est pas grâce à l'État, en fait. C'est vraiment grâce aux fondations qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de gagner du temps. Là, logiquement, on devrait être financé et par la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale, et par la NCT sur la politique de la ville. Plus de 8 ans. Donc, et je pense qu'on sera à 9 quand on aura vraiment les sous. Donc, s'il n'y avait pas eu ce soutien sur le long terme avec les fondations, ça marcherait pas. Mais il faut qu'il y ait un lien obligatoirement, quoi. Il faut qu'il y ait de l'échange. Nous, on invite des fondations sur nos séminaires, on intervient ensemble, et ils participent aussi au débat politique. La question plaidoyer est hyper importante. Toutes les fondations ne le font pas, parce que toutes les fondations n'ont pas forcément un message politique à donner. Moi, je trouve ça assez important. Et de se retrouver en termes de valeurs avec le projet qu'on soutient, c'est aussi hyper important si on n'arrive pas à avancer ensemble. Et je te rejoins, enfin, sur effectivement, le non fléché, c'est vital, quoi. Et éviter au maximum ces appels à projets. Si je prends l'exemple de Vrac Lyon, je pense qu'ils en sont à 17 ou 18 demandes de subventions différentes chaque année, pour 6 postes. Alors que c'est avec la même métropole et la ville, mais on va rentrer déjà dans 5 guichets différents. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper difficile pour nous. Mais et ce qui doit être difficile pour vous, c'est de dire oui, mais on n'est pas là non plus pour remplacer systématiquement les collectivités qui font pas leur travail, pour remplacer l'État qui fait pas son travail. Pourquoi c'est nous qui devrions faire confiance en premier? Pourquoi? C'est vrai que c'est difficile aussi comme posture. J'aimerais bien avoir votre réponse aussi là-dessus. Pourquoi vous y allez? Pourquoi vous allez soutenir ce projet plutôt qu'un autre? Non, c'est pas cette table ronde là. Ça arrive, c'est la partie question-réponse dans 2 minutes. Merci à vous tous. Moi, je retiens quand même pas mal de choses différentes pour moi, cette notion de confiance, cette notion de pourquoi et de comment on arrive sur le temps. Finalement, c'est quoi la vision et le partenariat qu'on a entre les mécènes et les organisations, ce qui fait que finalement, c'est compliqué d'avoir beaucoup. Alors, la Fondation La France s'engage, ça fait 200 organisations, mais finalement, il y a que 12 élus par an, finalement, 17. Mais finalement, il y a cet enjeu de comment de créer la confiance. Ça veut dire aussi qu'on a une relation de proximité à l'écoute des lauréats, et qu'on a, tu disais, vous êtes 4 dans l'accélérateur et quelques projets dans le collectif, et finalement, en tous les cas, nous, ce qu'on observe dans cette partie de changement d'échelle, c'est que il y a des besoins communs, mais qui sont très divers les uns avec les autres, et finalement, que ce qui est utile
pour des organisations qui sont au four et au moulin, à devoir gérer plein de choses, c'est aussi que ça soit très pertinent pour eux. Il faut que ça soit très qualitatif dans l'extra-financier, parce que ça sert à rien d'avoir quelque chose pour lequel tout le monde va passer, alors que vous avez des besoins en général qui peuvent être différents. Oui, il y a juste c'est vrai que ce risque-là, souvent maintenant, il y a l'accompagnement est très très poussé et systématiquement. C'est pour ça que ce serait mieux d'avoir des tickets plus importants que de multiples accompagnements, parce que des fois une fondation va nous dire ok, vous êtes lauréat, en tout cas on vous retient et on vous propose cet accompagnement là, sauf qu'on l'a déjà fait 3 fois en fait cet accompagnement là quoi. On a pu le faire à la Vise avec la France s'engage et là pour le coup on repère de nouveau du temps et c'est pas pertinent de dire mais on a déjà fait ce travail. Mais c'est là, enfin, en tous les cas, nous ce qu'on observe, c'est justement comment est-ce que finalement, enfin, ce qui répond le mieux aux enjeux des structures et finalement, c'est comment il y a cette discussion. Enfin, je trouve que vous avez beaucoup mis en avant finalement de se dire comment est-ce qu'on essaye de comprendre l'organisation, de voir quels sont les chantiers de transformation évoqués. Enfin, finalement, quels vont être les embûches ou les défis rencontrés pour atteindre cette vision et comment est-ce qu'on adapte régulièrement. Finalement, on fait le point. Tu parlais, on co-développe une feuille de route. Finalement, c'est comment est-ce que il y a ce dialogue qui s'instaure et pas qu'au moment de vous avez rempli le dossier, on signe la convention, mais finalement c'est tout au long. On est à l'écoute l'un de l'autre pour se dire comment est-ce qu'on arrive à avancer jusqu'à finalement comment est-ce que j'arrive à pouvoir aller le pas d'après vers j'influence les politiques publiques. T'en as pas trop parlé Guillaume, mais sur la partie contrat impact social ou des choses sur lesquelles potentiellement vous avez des relations avec l'État qui peuvent prendre différentes formes, que ça soit en plaidoyer, que ça soit sur des nouveaux types de financement. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps à élaborer et que en tous les cas, les mécènes, en étant à l'écoute et en adaptant finalement leur dispositif, peuvent vous permettre d'avoir une vraie accélération. Je vais juste clore cette table ronde avant les questions-réponses en faisant un petit tour de table pour dire si vous aviez une dernière recommandation. Donc, avant de dire mais pourquoi ça vous intéresse, mais vous, si vous aviez une dernière recommandation pour des mécènes qui hésitent à se lancer sur l'accompagnement du changement d'échelle, qu'est-ce que ça serait vos recommandations? Qui veut commencer? Je sais pas si c'est une recommandation, mais c'est juste que quand je suis dans une soirée avec un verre de vin et qu'on me demande qui a vraiment changé la donne en fait pour Singa, je parle généralement pas de la fondation qui nous a donné le plus d'argent ou d'une fondation qui nous a forcé à faire des choses, mais je parle en fait de fondations qui sont intéressées à notre changement d'échelle, qui sont intéressées à la raison d'être aussi de notre organisation. Et parfois qu'on met un tout petit ticket, je pense à la fondation Entreprendre Plus, qui a été parmi les premiers à vraiment croire à ça. Et c'est aussi des aventures humaines. Donc au-delà du travail qu'on va faire sur l'impact, en fait, ce sont des gens avec qui on garde des liens forts. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ces projets-là. Voilà, ça rejoint ce que tu veux dire. Je pense que c'est la question de changement de posture et de se sentir co-responsable du succès du projet. Alors, on n'a pas tout, on fait une part, mais se sentir vraiment co-responsable. Donc, on va chercher aussi, on se met au maximum au service du projet pour qu'il réussisse derrière. Je pense que ça, c'est important. Je rejoins ce que dit Guillaume. D'abord, c'est quand même assez kiffant. Il faut dire les choses comme elles sont, en fait. C'est kiffant parce qu'il y a du temps long, parce qu'il y a du compagnonnage, il y a cette dimension humaine. C'est aussi pour ça qu'on a, à la France Engage, voulu créer une maison, la France Engage, où tout le monde puisse se retrouver, puisse passer le pas de la porte à tout moment. Et parce que c'est là aussi où on change les choses. Dans le changement d'échelle, il y a le changement de vie. Il y a le changement de vie des bénéficiaires. Et que le changement d'échelle, c'est, in fine, on n'a pas beaucoup parlé des bénéficiaires. Et que le temps long, la complicité, le compagnonnage, c'est aussi une manière
c'est à la fois c'est l'investissement ou le financement le plus stratégique, mais qui finalement est aussi le plus humain, parce que ça nous permet de sentir concrètement, il faut jamais l'oublier, que si on les aide, c'est qu'il y a des femmes et des hommes et des enfants derrière qu'il nous faut aider. Et que c'est cela aussi que nous permet ce compagnonnage. En fait, vous êtes un accélérateur de plein de choses, quoi. Et ça, c'est hyper important pour nous. Faut vraiment, je pense, vraiment construire des projets, en tout cas soutenir des projets assez forts pour avoir un vrai lien avec eux. Quand il y a ce saupoudrage, vous savez pas en fait quelle est l'action. Si on écrit bien un dossier, on récupère quelques milliers d'euros, c'est très bien, mais en fait vous avez aucune idée de ce qui se passe sur le territoire. Peut-être que c'est du vent, peut-être pas. Et ce temps long qui permet aussi de suivre les projets long cours, de les voir évoluer, de voir évoluer les gens à l'intérieur, de voir des personnes, des adhérents que vous avez pu rencontrer en vrai. Enfin, déjà vous en parlez 10 fois mieux. Vous en parlez 10 fois mieux. Moi, j'étais restaurateur, je connaissais mes paysans avec qui je bossais. Quand je parle des paysans aux clients, ils comprennent, quoi. Vous, quand vous parlez aussi des projets, si vous les avez lus sur un dossier, vous les connaissez pas. Si vous les voyez physiquement, si vous voyez l'impact que ça a réellement sur le terrain, ça change les choses. Et il y a tellement de belles histoires. Moi, évidemment qu'on va pas changer la vie de tout le monde. Je pense qu'on est plus naïf là-dessus, quoi. Mais notre part ne sera jamais suffisante de toute façon. Mais quand même, enfin, quand on arrive à avoir, moi je pense toujours à Zaineb que j'ai rencontré à Vaux-en-Velin il y a 8 ans, qui était seul avec sa fille dans le quartier du Mas du Taureau, et qui à travers VRAC a pu grandir, parce que c'est pas que nourrir les personnes, enfin c'est pas que nourrir physiquement, c'est aussi des personnes ont pu se nourrir autrement dans le projet VRAC, et qui aujourd'hui est présidente de VRAC à Lyon, après avoir traversé plein d'épreuves. C'est plein de petites victoires, et vous permettez ça aussi en fait. Vous vous en rendez pas compte quand au mois de juin je suis à Paris pour un concours de cuisine, et que les femmes qui ont gagné ce concours de cuisine, qui étaient au chômage depuis des années, et dès le lundi elles sont allées à Pôle emploi, France Travail, je sais plus où on en est, pour dire, regardez, pour aller voir leur conseillère et leur dire, regardez, je sais faire quelque chose de mes mains. Ces femmes maintenant elles sont traiteurs quelques mois plus tard, et en fait vous permettez tout ça, et sans forcément vous en rendre compte. Vous pouvez voir la réussite globale du projet, mais vous réussissez plein de petites choses. Donc c'est aussi ça que j'ai envie d'encourager. Merci beaucoup à vous quatre pour vos témoignages, vos retours d'expérience. Merci beaucoup en tous les cas.